tant que le cœur ne battra pas pour la Côte d'Ivoire, ne me rappelle pas. Et puis quelques mois après, ces joueurs-là rappellent en disant coach, je veux venir faire une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde si on peut, avec les éléphants, donc c'est gagné. Et encore une fois, s'il n'y a pas ça, les joueurs que j'entraîne, s'il n'y a pas ça là, on ne va pas loin. Bienvenue sur la chaîne Les Experts Foot, on est toujours au Gold Eagles pour ce 5e numéro de Passe D. Aujourd'hui, mon invité est quelqu'un d'amoureux du football depuis tout petit. Il est biberonné au ballon rond depuis la tendre enfance et aussi un amoureux du continent africain. Patrice Baumel, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien, merci. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te Pareillement, recevoir pour parler football. Évidemment, on va aussi parler de sport. Mais avant ça, j'aimerais savoir d'où vient cet amour profond pour le football. Moi, je pense que c'est depuis mes plus jeunes années, j'ai été bercé dans le sport, notamment dans le foot. J'ai un père qui est un sportif, un très bon sportif amateur, qui a été joueur de foot, qui a fait pas mal de sport à côté. Et dès mes plus jeunes âges, je me suis retrouvé au bord des terrains. Donc pour moi, cette odeur de vestiaire, cette odeur de pelouse, de camphre parfois, et voilà, ça m'a toujours bercé. Et puis c'est devenu naturellement pour moi de jouer au foot et puis après de devenir entraîneur. C'était une évidence. Tu as suivi un peu la trace familiale du football. Quand on baigne dedans, forcément un jour ou l'autre, on y va. D'ailleurs, à quel moment tu commences à t'inscrire, à partir de quel âge, dans les premiers clubs un peu de quartier de chez toi? On vient du sud de la France, à côté de Nîmes, dans un petit village qui s'appelle Jonquière-Saint-Vincent, 2500 habitants, qui dans les années 75-80 a quand même joué à niveau régional de division d'honneur. Et mon père qui était sur Beaucaire, qui était un bon club, le Stade Beaucairois, pas mal de joueurs comme Johnny Ecker, qui a joué à Marseille, sort de ce club. Donc a joué à Beaucaire et puis après est devenu joueur puis entraîneur-joueur de Jonquière-Saint-Vincent, et j'ai grandi dans ce village. Et mes premières licences, je jouais déjà à 3-4 ans, je poussais le ballon déjà, et très rapidement j'ai eu ma première licence à Jonquière-Saint-Vincent, et puis je suis parti à Beaucaire quelques années, et puis après le club phare du Gard qui est Nîmes Olympique, où j'y suis resté une grosse dizaine d'années. Tu étais quel poste, quel genre de joueur tu étais? Je suis gaucher, pur gaucher. Donc en tant que pur gaucher, le pied droit il ne sert pas à grand chose. Et j'étais un joueur assez endurant, qui allait assez vite, donc j'ai joué sur tout le côté gauche, que ce soit ailier gauche, et après dans l'évolution du football, sur le flanc, après j'ai été de latéral gauche à couloir piston, comme on dit aujourd'hui. Donc j'ai vraiment évolué plus sur ce côté gauche, parfois attaquant, mais vraiment c'était voilà, mon endroit préféré, c'était de pouvoir prendre les espaces sur le côté gauche. Il y avait une envie d'être footballeur professionnel? Oui, bien sûr. C'était un rêve de gosse. Lorsqu'on est gamin, on a tous les posters de à l'époque Michel Platini. En 86 au Mexique, j'ai suivi, c'était vraiment la première Coupe du Monde. 84, j'étais au Vélodrome lors de France-Portugal. J'étais avec mon père et mon grand-père, j'ai vu le match sur des canettes de coca. Donc ça remonte, j'avais 6 ans à l'époque. Et puis voilà, les posters et puis de dire je veux vivre de ma passion. On rejoint un club professionnel où on s'entraîne très jeune, très souvent, où on n'a pas forcément une vie d'adolescent normale, c'est-à-dire pas de vacances. Dès que l'école se termine, on doit reprendre les entraînements pour préparer la saison. Donc toujours être sur les terrains de foot. On sent qu'on peut faire quelque chose dans ce métier et puis dans le vestiaire, on voit si on est plus fait pour être joueur ou être entraîneur. À un moment donné, j'ai fait les deux. Quand j'étais au centre de formation de Nîmes, j'entraînais aussi à l'époque on disait les poussins. Donc il m'a fallu faire des choix rapidement. Et lorsqu'on a des diplômes jeunes, ton entraîneur il te voit joueur, mais il te voit aussi comme quelqu'un de diplômé qui est entraîneur, qui se pose des questions. Très jeune, je remplissais les séances de mes coachs. À 12-13 ans, je savais exactement les saisons. C'est une vocation là. Mais vraiment, je le faisais. Je rentrais le soir, je faisais mes devoirs et puis je dis bon, ce soir on a travaillé ça à l'entraînement, je le notais. Et puis rapidement, ça s'est transformé sur je veux être entraîneur. C'était pas difficile pour toi d'arrêter d'être sur le terrain, de ne plus être un joueur? Non, je pense que j'aurais pu être un bon joueur de haut niveau, peut-être pas un international, mais dans le football, on peut vivre de sa passion même en jouant en troisième ou à l'époque on disait troisième division ou deuxième division. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais au fond de moi, je vais peut-être pas me faire des copains, mais dans un vestiaire, par moment, je m'ennuyais un peu dans les échanges que je pouvais avoir avec mes potes parce que j'adorais ce que moi, le coach nous préparait. Okay. Tu avais plus de maturité que les camarades? Je ne sais pas si c'était de la maturité, mais en tout cas, lorsque j'arrivais, je réfléchissais sur les séances. Et si j'avais un coach qui ne préparait pas ces séances, qui nous laissait un petit peu libre, j'étais frustré parce que je me disais, je veux voir qu'est-ce qu'il va nous faire faire. J'aimais les stratégies, les coups de pied arrêtés, j'aimais ça, mais très jeune. Et donc, parfois dans le vestiaire, lorsque les collègues disaient, bon, l'entraînement, viens, on fait autre chose ou autre, j'étais un petit peu frustré. Donc,
j'étais toujours très proche de mes coachs qui me mettaient souvent leader ou capitaine ou voilà. Et puis très jeune, après, je suis devenu entraîneur. C'est formidable d'avoir cette maturité aussi jeune et de savoir ce qu'on veut faire. Rares sont un peu les enfants aujourd'hui, si on les interroge, à vouloir être entraîneur. D'ailleurs, toi, quels étaient tes mentors, ceux qui étaient sur le banc, que tu admirais déjà très jeune? Celui que tu as côtoyé en club, mais un peu en Europe. J'admire beaucoup de coachs. Chaque année ou chaque 5 ans, il y a toujours des coachs qui sortent. Mais en fait, je me suis servi de tous les coachs que j'ai pu avoir, vraiment des petites catégories jusqu'à dernièrement. Parce que, encore une fois, c'est le message qui passe. Et je crois que dans les métiers de passionnés que l'on fait, c'est le message que peut donner quelqu'un qui t'éduque et de voir qu'il ne te trahit pas en fait. On donne la confiance et lorsque quelqu'un te donne des conseils et que tu vois que quand tu les mets en œuvre, ça marche. Donc, je n'ai pas forcément un nom, j'ai tout un tas de noms. C'est des rencontres. C'est des rencontres, c'est… Des fois, dans le football, il te faut gagner des matchs, il te faut mettre en place des stratégies, Et en fait, c'est lorsque ça marche, on se rend compte, ah, il avait raison. Donc, c'est vraiment des rencontres et une aventure humaine. C'est surtout ça qui reste. Déjà, ça forge énormément d'observer ces entraîneurs avec les fiches dont tu me parles. Après, quel est le cursus vraiment pour devenir entraîneur un peu plus tard? Il n'y en a pas forcément. Tu as des joueurs de très haut niveau qui, lorsqu'ils s'arrêtent, ils passent leur diplôme et comme ils ont eu une grosse expérience, les diplômes accessibles pour eux sont plus facilement accessibles justement. Sinon, mon cursus, c'était quoi? Mon père qui me dit très jeune, tu ne vas pas faire le choix. Parce que je ne veux pas que lorsque tu grandisses, tu puisses dire j'ai arrêté le foot parce que c'était les études. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Ou l'inverse. Et non, mais j'ai arrêté l'école parce que moi, j'étais footballeur. Et tôt ou tard, mon père un jour m'a dit va le plus loin possible dans le football en tant que joueur, forme-toi. Peut-être que tu commenceras ta carrière quand tes collègues vont la finir. Moi, j'ai 13-14 ans, je ne comprends pas. Et c'est après que je comprends. Des copains avec qui je jouais, qui eux ont eu une carrière, qui ont joué en première division, en équipe de France. Et lorsque moi je démarre, eux, ils étaient déjà en train de finir. Le cursus, pour ma part, c'est foot, école, centre de formation, mais j'arrêtais pas l'école. J'étais à la fac de sport à Montpellier que je m'entraînais tous les jours. Donc, c'était pas évident de s'entraîner le matin, l'après-midi et faire les cours du soir à la fac. Et le lendemain, je revenais m'entraîner. C'est énormément de sacrifices déjà très jeune, donc tu savais où tu voulais aller et tu avais pris conscience. C'est une question de choix. C'est ça. Soit je réussis pour réaliser mon rêve ou alors je vais réaliser celui d'un autre. Exactement. Et la mission, c'était la fac. Je passe mes diplômes pour être prof de sport, mais chaque année, je passe un diplôme fédéral pour être entraîneur. Et ça, je l'ai fait jusqu'à avoir mon BE à 20 ans. À l'époque, c'était le BE1. Et à 23 ans, j'ai le DEF, qui est le BE2. Et puis après, j'ai continué tout le temps, jusqu'à avoir le dernier diplôme pour pouvoir entraîner n'importe où dans le monde. Mais très jeune, j'ai eu ces diplômes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut de l'expérience, il faut travailler, il faut être dans le milieu, avoir un petit peu de réussite, etc. Et justement, quels ont été les premiers clubs? Quel a été le premier club dans lequel tu t'es assis sur le banc de touche? En tant qu'entraîneur, à Nîmes Olympique, j'avais 17 ans et demi, j'entraînais les U9, les poussins. Après, lorsque j'ai avancé dans les diplômes, je suis parti au Gros du Roi, qui était à l'époque CFA2, DHE, donc c'était un bon niveau régional. Et j'étais prête-nom du diplôme, mais je continuais à jouer. Et puis, je suis devenu entraîneur-joueur. Et puis, tout naturellement, l'opportunité de pouvoir, à l'époque, soit aller à Montpellier-Hérault avec les filles. Parce que Loulou Nicolin, à l'époque, m'avait rencontré en me disant « J'ai les filles en D1, qu'est-ce que ça t'intéresse ?» Et je les avais à la fac de sport, puisque j'étais prof à la fac, ou Nîmes Olympique, qui était mon club, où je prenais l'équipe pro en tant qu'adjoint, mais avec des joueurs que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai pu jouer. Donc j'ai dit non, je retourne à Nîmes et c'est parti comme ça. Exactement, club familial, les origines avec Régis Brouard. Tout à fait. Comment ça a fonctionné tous les deux? C'est une belle rencontre parce que Régis, lorsque j'étais au centre de formation, était à Nîmes. C'était le capitaine en Ligue 2, un homme avec beaucoup de charisme et de tempérament. Et lorsque je l'ai retrouvé, à Nîmes, il cherchait un adjoint et ça s'est fait naturellement. Voilà, et on a travaillé 3 ans ensemble. Ou à l'époque, ça remonte 2005, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Donc c'est pas si vieux, mais pourtant, donc je faisais son adjoint, donc je préparais toutes les séances avec lui. On se répartissait les séances. Mais avant, je faisais la préparation physique, je faisais le retour des blessures, je faisais l'entraînement des gardiens de but. Donc je passais ma journée au stade. Je faisais les montages vidéo d'analyse parce qu'on n'avait pas d'analyse vidéo. C'était couteau suisse et je prenais parce que je me disais c'est formateur. Et voilà, et donc ça a été 3 ans magnifiques, beaucoup de travail mais formateur.
Donc si on te Très demande formateur. faire un montage vidéo ou faire la préparation physique, on t'appelle. Ça marche Oui, bien. voilà, Tu sais faire. je sais faire et lorsque aujourd'hui dans un staff on a un préparateur physique qui vient me parler, qui me dit aujourd'hui il faut faire ça, ben, je comprends. Si j'ai un analyste vidéo qui me dit je pense qu'il faut analyser cette vidéo-là comme ceci, comme ça, je comprends. Et donc on gagne du temps. Exactement. En début d'interview, on parlait de rencontres avec les entraîneurs. Là, toi, tu vas faire une rencontre incroyable en 2001 qui va changer un peu ta vie. C'est avec le continent africain. Ouais. Comment ça se passe? C'est en Tunisie que tu Tout à vas fait. voir les Jeux méditerranéens. Tout à fait. Et là, c'est le déclic, tu te dis coup de cœur pour l'Afrique. Oui, parce que 2001, on prend le bateau, on vient de jouer la finale de la Ligue de région du Sud. Et avec le Gros du Roi, il y avait Agde aussi, on part tous les finalistes, on part à Tunis-Carthage. Et je vais dans ce stade de Rades et je vois un match de Jeux méditerranéens. Et là, je vois cette ferveur autour du stade, dans la ville de Tunis. Parce que j'étais allé voir un match de la Tunisie, je vois des couleurs partout, je vois des enfants, des femmes, des hommes dans les stades, je vois la joie, les sourires, le plaisir. Et là, je me dis, waouh, c'est ce que j'aime du football finalement. Le jeu est beau, mais quand c'est la fête, je suis tombé amoureux de la façon, l'importance qu'a le football dans le cœur des Africains. Et par chance, quelques années plus tard, je me retrouve en Afrique et c'est un véritable coup de cœur et je dirais une alchimie. Je me sens bien lorsque je suis en Afrique dans ce milieu du football qui est un vecteur de réussite sociale pour nos jeunes Africains, mais c'est surtout une passion. Aujourd'hui, une équipe africaine passe un premier tour de Coupe du Monde, c'est tout le continent, c'est 53 ou 54 fédérations qui vont supporter cette équipe africaine, ça c'est sûr. Ça avait été le cas pour le Ghana, non? Exactement. Au Mondial 2010 en Afrique Tout à du fait, Sud. tout à fait. Ce qu'on ne peut pas imaginer forcément nous en Europe. Je suis à l'époque, en 2010, je suis en Angola. Je suis donc sélectionneur adjoint de l'Angola. Lorsque le Ghana joue contre l'Uruguay en Il me semble. quart de finale, lorsqu'il y a ce penalty d'Asamoah Gyan qui rate à quelques secondes de la fin du match, j'ai entendu dans tout Luanda, c'est une grande ville, mais des cris. C'est-à-dire que tout le monde était ghanéen ce soir-là. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en Europe, on puisse retrouver ça si on a justement le Danemark qui était allé en finale. Est-ce qu'on aurait pu avoir des pays européens qui supportent le Danemark? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une critique, c'est juste que ce continent, ça pousse, quoi. Il y a quelque chose qui… Voilà. Il y a une ferveur qui t'a beaucoup plu et puis ce fameux matin de février 2008, oui. Un numéro à 14 chiffres apparaît sur ton téléphone. Oui, à l'époque, la fin du numéro apparaissait plus tard, il était très long. Et là, c'est le départ pour une nouvelle vie à 29 ans. Ouais. Comment tu vis ça? Comment je le vis? Donc, comme souvent les aventures sportives, soit ça se finit en apothéose, soit ça se finit un petit peu difficilement. Avec Nîmes, ça se finit un peu difficilement. Et je me retrouve, comme pas mal de coachs, sans boulot quelques mois. Et puis je reçois un matin un coup de téléphone, je suis dans ma voiture et c'est Hervé Renard qui m'appelle, qui lui était parti 6 mois plus tôt au Ghana, adjoint de Claude Leroy pour la Coupe d'Afrique 2008. Ils avaient perdu, je crois, en demi-finale. Et sitôt la compétition finie, on lui donne l'opportunité de reprendre la Zambie. Et il m'appelle et il me dit, on s'était rencontrés parce qu'il était entraîneur à Cherbourg à l'époque, quand j'étais à Nîmes. On s'était vu sur des stages et de recyclage d'entraîneurs à Clairefontaine. Il me dit, je cherche un adjoint pour reprendre la sélection de Zambie. Objectif, éliminatoire Coupe d'Afrique 2010 en Angola, Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça donne envie. Et là, je dis banco. Il me dit, mais attends, je ne t'ai même pas proposé ni de contrat, ni de conditions, rien. Je dis, je viens. Il me dit, mais attends, parle-en à ton épouse, calme. Non, je dis, je viens. Je viens. Ça s'est passé comme ça. Et puis, comme souvent en Afrique, le billet a mis un peu de temps à arriver. Je suis resté entre ma décision d'y aller et puis le fait de partir, c'est 3 semaines, 1 mois. Donc la valise est prête, mais on ne sait pas quand on part. Et puis un soir, on rentre à la maison, c'est 21h et j'ai le billet pour partir. Et ça s'est passé comme ça, donc silence à la maison parce qu'on part vers l'inconnu. Et puis c'est une belle inconnue puisque depuis, on a fait de belles choses sur ce continent. Exactement, avant d'y revenir, qu'est-ce qu'a pu te dire ta famille? Les proches, les amis, de faire ce destin professionnel à des milliers de kilomètres d'eux. Même si c'était très clair dans ta tête, hein, tu savais que c'était une belle opportunité à saisir, tu l'as saisi, mais pour l'entourage? C'est des conseils, attention à toi, est-ce que tu es sûr? Mais ils savaient, ils me connaissent et c'était pour moi décidé, c'était le choix de partir vivre ces émotions. Le jour où j'aurai plus d'émotions dans mon métier, j'arrêterai. Je le fais pour vivre des émotions, pour une aventure humaine. C'est pour ça que je fais ce métier. Sinon, le football, je l'aime même de jouer avec des amis, avec les enfants.
j'aime, mais c'est vraiment vivre une aventure humaine tous ensemble. C'est ce qui m'intéresse et puis ils n'ont pas pu me dissuader de partir, c'était impossible. C'est clair, une fois que c'est dans la tête, ça ça. ne s'enlève plus. D'ailleurs, C'est ça. quand tu arrives en Afrique, tu as envie d'apporter la touche française ou tu y vas, mais tu sais que tu dois t'acclimater au pays, aux coutumes, C'est ça. t'adapter. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des formations d'entraîneurs, on nous apprend comment bien mettre en place les séances. On arrive avec la sensation de dire je vais apporter mon expertise et en fait c'est un échange encore une fois, c'est une aventure. J'apporte mon expertise mais quand on est trop carré ça ne peut pas marcher en Afrique. Il faut savoir arrondir les angles, des fois tracer les lignes soi-même, des fois mettre les filets, des fois couper la pelouse, des fois laver les chasubles et pourtant on est avec une équipe nationale. Et pourtant on va jouer devant 80 000 personnes en Égypte mais on garde les chasubles à la maison, on les lave. On gonfle les ballons, on fait le boulot, voilà, on se dit mais je suis avec des gamins finalement. Non, c'est l'équipe nationale, mais voilà, il faut être patient, il faut parfois écouter aussi ce que les autres te disent parce qu'on a certainement des idées à mettre en place, mais on ne connaît pas le milieu quand on arrive en Afrique. Quand j'arrive en Zambie, je ne connais pas la culture. Et donc si on vient en étant trop rigide, ça ne marche pas. Il ne faut pas venir en terrain conquis et vouloir imposer son identité. C'est justement à toi d'être adopté par le peuple, par les gens, par tout le monde. C'est ça. Par contre, être ferme sur des choses que tu juges indispensables pour que tu mettes en place ton projet. Oui, professionnellement. Voilà, sur des idées, sur autre chose en disant non, il faut faire ça, on doit le faire. Mais par moment, arrondir les angles, être cool, sinon ça passe pas. Exactement, d'ailleurs pendant 13 ans tu as été adjoint avec Hervé Renard, plein de clubs, il y a eu des belles aventures, 2 Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie, la Côte d'Ivoire, la Coupe COSAFA aussi, COSAFA, tout à en fait. 2013 avec la Zambie. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce poste entraîneur adjoint? C'est un métier de l'ombre, en France on le connaît assez peu. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi qui l'as si bien côtoyé? J'ai voulu connaître ce métier jusqu'au bout de mes doigts, donc je voulais aller au bout de cette aventure d'adjoint. Pendant cette aventure de 13 ans, j'ai eu plein de possibilités de devenir numéro 1. Je l'ai été en 2013 lorsqu'Hervé part à Sochaux, donc je suis resté en Zambie, mais je voulais connaître ce métier d'adjoint en club, mais aussi en sélection. Comme on dit, c'est un métier de l'ombre, mais finalement, ça m'allait bien parce que toute cette partie médias, pression médiatique, faire les conférences de presse, j'étais très jeune et ce qui m'éclatait, c'était d'être au contact avec les joueurs, mettre en place mes séances. Et là, je remercie Hervé parce qu'on a vécu 13 ans un binôme, je pense, unique en Afrique. Il m'a laissé faire, il m'a laissé vraiment carte blanche sur la façon d'entraîner. Il me suivait et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à côté et lorsqu'il avait quelque chose à dire, il apportait une plus-value à mes séances. Donc c'était vraiment huilé. Et vraiment, ça a été une aventure extraordinaire de vivre, je crois, c'était 6 Coupes d'Afrique ensemble et une Coupe du Monde. Donc c'est énorme. C'est énorme. Vous aviez un peu la même vision du football, la même culture footballistique, donc ça aide à créer une bonne alchimie entre les deux. Sportif dans l'âme, voilà, on se regardait, à la fin c'était comme un vieux couple, on se regardait, on savait, pas besoin de parler. C'était automatique. C'était ça, donc c'est vraiment, c'est ancré dans mon cœur pour toujours parce que vivre 13 ans au quotidien avec, dans le métier, dans le haut niveau, c'est pas évident, mais vraiment je le remercie parce que ça a été 13 ans de bonheur. 13 ans de bonheur d'ailleurs, on le dit, le plus dur c'est pas forcément de rentrer dans le milieu du football, c'est d'y rester. Tout à fait. La preuve que tu as une belle longévité à ce poste-là. Pourvu que ça dure. Et tant mieux. On va parler un petit peu de la formation africaine, en tout cas en Côte d'Ivoire, puisque tu es quand même le sélectionneur des éléphants. Comment ça se passe? Est-ce qu'on met en avant les jeunes? Est-ce qu'il y a de quoi les former, des centres de formation? Parce que tu me disais que c'est un vecteur de réussite. Oui, bien sûr. Tout le monde a envie de faire ça. Comment ça se passe pour les jeunes qui veulent être footballeurs professionnels en Côte d'Ivoire par exemple ou même ailleurs? Le fait de réussir en Afrique, déjà, pour répondre à ta question, c'est de vivre au pays. Si j'ai un conseil à donner, si demain il y a un sélectionneur français qui doit prendre une équipe, pour moi, on ne peut pas réussir si on ne vit pas au pays. Donc depuis 2008, je vis au pays, je rentre quelques semaines en France, mais je reste au pays, je suis le championnat local. Je vais voir les académies parce que là-bas, les centres de formation, il n'y en a pas beaucoup. On appelle ça des académies, c'est souvent des privés qui prennent les gamins, qui leur font faire l'école et le football. Donc ce sont des académies et puis dès que les gamins grandissent, ils essaient de les vendre pour pouvoir subvenir après aux besoins des jeunes qui rentrent. C'est le seul moyen vraiment aujourd'hui en Afrique de pouvoir jouer jeune parce qu'il n'y a pas de championnat de jeunes. En France, vous venez, les U6, il y a des plateaux. Il y a des U8, tournois, il y a des petits matchs. U9, U10, ça y est, il y a du championnat qui part. Là-bas, non. C'est des petits
petits regroupements, des matchs organisés dans les quartiers, mais il n'y a pas de championnat. Donc c'est très difficile. Par contre, ça joue de partout. Tous les soirs, les matins, à n'importe quelle heure, ça joue. N'importe où. N'importe où, dans la rue, dans les quartiers, entre deux maisons. Et je m'arrête, j'essaie. Où je passe, j'essaie de m'arrêter pour pouvoir voir les matchs, des fois les plus insolites. Je me souviens en 2019, je suis avec mon père, on est à Marrakech, on décide de faire Oukaïmeden, c'est une station de ski en vélo. Donc ça monte sur 30 km, un col comme l'Alpe d'Huez. Et en pleine ascension, en contrebas, il y a un stade qui a été construit à l'époque, mais il est vraiment dans la falaise. Et là, des gamins qui jouent au foot dans un stade, mais complètement insolite. Et on s'est arrêté, on a regardé jouer. Ah, c'est un beau spectacle. Et on voit de la qualité de partout. C'est-à-dire l'Afrique, dans tous les pays africains, ça joue au foot et ça joue bien au foot. Et c'est génial. C'est ton œil de sélectionneur et justement, on va en parler parce qu'en mars 2020, donc c'est tout frais quand même, il y a un an, on va dire environ, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu apprends ça? Qui t'appelle? Comment ça s'est présenté? Le fait d'être passé avec Hervé en 2015, 2014, 2015 a été quelque chose d'important parce qu'en 2013, je suis sélectionneur de la Zambie jusqu'en 2014. Après la Coupe du Monde, Sabri Lamouchi quitte la Côte d'Ivoire et on reprend avec Hervé la suite. Quelques mois après, on gagne la CAN. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ou pas? On a gagné la CAN, on décide de revenir en France et on prend Lille à l'époque. J'avais eu la possibilité de rester, mais j'avais donné ma parole à Hervé que je le suivais et donc je suis parti avec lui. Ensuite, on signe au Maroc, mais j'ai toujours gardé de très très bonnes relations avec les dirigeants de la Fédé qui souhaitaient un jour pouvoir me faire revenir. Donc je suis resté sur les 5 ans que j'ai pu faire avec le Maroc. Et puis lorsque j'ai fini avec le Maroc, c'était décembre 2019, je rentre en France. Mi-février, je suis contacté par le président qui est décédé du Covid il y a un petit peu plus, il y a quelques mois. Paix à son âme, mais quelqu'un de fantastique, un passionné, qui me dit « Coach, tes enfants t'attendent, on aimerait beaucoup que vous reveniez ». Et ça s'est fait naturellement, j'ai eu les joueurs et ça s'est fait en 15 jours. Et me voilà le 13, je crois, j'ai signé le 3 mars mon contrat et le 13, j'atterris à Abidjan pour y travailler. Le Covid arrive le 14 dans le monde entier. Là, on me donne la possibilité de rentrer à la maison puisqu'il n'y a plus de match. Et je dis non, je vais rester à Abidjan, je vais bosser. Et là, voilà. Il y a eu le travail en amont. Le travail de suivre près de 200 joueurs dans le monde entier. C'est énorme. C'est beaucoup, hein. Des joueurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans la sélection A, des joueurs qui étaient méconnus, et puis on les suit, on les appelle, on monte le projet, des binationaux qu'on décide d'aller voir, de contacter, de dire est-ce que tu veux jouer pour la Côte d'Ivoire? Tant que le cœur ne battra pas pour la Côte d'Ivoire, ne me rappelle pas. Et puis quelques mois après, ces joueurs-là rappellent en disant coach, je veux venir faire une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde si on peut, avec les éléphants, donc c'est gagné. Et encore une fois, s'il n'y a pas ça, les joueurs que j'entraîne, s'il n'y a pas ça là, on ne va pas loin. Il faut qu'il y ait les tripes. Il faut qu'il y ait les tripes. À fond. Et le même discours général, ça on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, quand on est sélectionneur, on voit son groupe généralement aller 3 ou 4 fois par an. Plus. Oui, il y a à peu près 8 matchs. Donc alors c'est vrai que la FIFA, on a de moins en moins de dates. Je vois depuis le temps que je fais des équipes nationales, mais c'est regroupé. C'est un petit peu plus court. Avant, on avait 15 jours. Aujourd'hui, c'est 11-12 jours par mois. Mais on a mars, mai, juin. On a septembre, octobre, novembre et des fois février, janvier-février pour les… Oui, c'est 5-6 rendez-vous par saison, c'est une dizaine de matchs. Ouais, il faut être prêt direct et avoir des joueurs concernés. C'est ça. D'ailleurs, le sélectionneur, tu travailles 365 jours par an, ce qui est énorme. Il faut avoir un œil attentif sur cette jeune génération. Tu n'hésites pas un peu à bousculer tes listes parfois de… Si, il faut. Il faut parce qu'une équipe nationale, c'est un mouvement. La chance qu'il y a, j'ai pu faire les clubs. Les clubs, lorsqu'on a son effectif, on a 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois, il y a un mercato, on peut changer, on peut peaufiner. La sélection, c'est de pouvoir faire venir qui on veut à chaque sélection. Après, il faut trouver le bon équilibre entre garder un groupe pour le faire vivre et puis pouvoir réinjecter des énergies nouvelles pour pouvoir secouer un petit peu tous ces gars, parce que chaque match, la difficulté de notre boulot, c'est qu'à chaque sélection, on a 2 matchs. Si on gagne les 2, on dit j'ai un mois tranquille. Bon. Si on en perd un, c'est mais si on perd les 2, ça va être compliqué. Donc c'est très difficile.
Les victoires te donnent du crédit pour la suite et travailler plus sereinement avec les équipes. Donc c'est une grosse pression à chaque fois. Hein. C'est une grosse pression, mais on en a besoin. Finalement, j'en ai besoin pour avancer. C'est cette adrénaline qui me fait avancer parce que je rentre sur le terrain, je me dis dans 90 minutes, je serai un autre homme. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas le même. Parce qu'il y a victoire, il n'y a pas victoire, il y a nul. On avance, on recule, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui est beau, parce que c'est des boulots qui sont difficiles, mais même quand c'est dur, on prend du plaisir. On prend du plaisir. Ouais. En tout cas, une épreuve difficile, c'était la période de Covid, dont on est toujours en ce moment, mais pendant un an, il y a eu le report de match. Comment les joueurs ont pu vivre ça? C'est difficile quand même si ce sont des athlètes de très haut niveau. À un moment donné, le corps dit stop, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué plus de 40 à 50 matchs cette saison. Mais ce Covid a eu deux allures en fait, deux vitesses. Les joueurs qui jouent en Europe, qui ont joué. Pendant la première vague de Covid où la France a arrêté, les Anglais ont continué, l'Espagne a continué, l'Italie aussi je crois. Et donc j'avais pas mal de joueurs qui jouaient, d'autres qui ne jouaient pas. Au pays, on a eu un an championnat arrêté. Donc j'avais des joueurs de différents niveaux, mais avec mon staff, j'avais donné 10-15 joueurs à chaque personnel de mon staff qui appelait les joueurs, qui faisaient un point. Ceux qui ne s'entraînaient plus, on leur faisait des programmes, on faisait des conférences vidéo. Enfin, on a vraiment travaillé. Donc lorsqu'on s'est retrouvés, on avait l'impression qu'on ne s'était jamais quitté. Et pourtant, certains ne s'étaient jamais vus. Mais on s'était tellement de fois parlé au téléphone, échangé. Le lien était toujours là, il n'a pas été rompu. Donc, exactement. Ça, c'est intéressant d'avoir la confiance de son sélectionneur. Ils viennent te voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, coach? Là, en ce moment, c'est un peu dur, j'ai des douleurs. C'est ça, mais c'est d'échanger. Aujourd'hui, on a tous les moyens, et ça, je remercie la Fédé, ils m'ont suivi. On a les GPS. Qui nous donnent pas mal de choses. Toutes les séances sont enregistrées en drone, donc on voit certaines choses. On fait des questionnaires tous les matins avec le staff médical de savoir ces échelles de Borg et Hooper, ta qualité de sommeil, de stress et de douleurs musculaires, quel est ton ressenti sur la séance de la veille. Avec tout ça, on fait un cumul et puis être à l'écoute du staff qui me fait un retour en disant attention, lui, danger, il faut peut-être le ménager, peut-être lui, il faut le faire bosser un peu plus. Voilà, c'est de la com. Mais l'essentiel, c'est d'être prêt pour les échéances à chaque fois qui sont couperées, les matchs. Ça peut t'arriver qu'un joueur vienne te voir et te dise « Coach, là, l'entraînement, est-ce que c'est possible de l'alléger ou de ne pas être titulaire au prochain match? Je ne pourrais pas donner 100% de mes capacités. » Ça arrive aussi Oui, notamment au mois de juin, lorsqu'on a eu le report des éliminatoires Coupe du Monde. Certains joueurs, on va dire titulaires, je les ai eu au téléphone. Même moi, dans mon esprit, c'était de dire « récupère un peu ». Donc ils m'ont dit coach, ça fait près d'un an que j'ai pas eu de repos parce que jouer en première ligue, c'est Boxing Day, c'est des matchs toutes les semaines, c'est incroyable. Et de dire coach, je préfère avoir 10-15 jours de vacances plutôt que de venir et je l'ai compris. Et donc ça m'a permis de voir des jeunes joueurs qui n'étaient jamais venus, ils m'ont donné satisfaction. Donc le joueur qui est à la maison, quoi qu'il fasse, il suit quand même les résultats, il voit son collègue qui a fait un bon match. Donc quelque part, c'est de dire quand je vais venir, il va falloir que je sois bon pour pouvoir confirmer. Donc on essaie de créer cette dynamique. Voilà. C'est vrai qu'il y a la part de concurrence aussi, il faut, chaque fois. Ça booste les cadres, même les jeunes. Lorsqu'elle est saine et comprise, ça booste. Lorsqu'elle est un peu injuste, les joueurs, ils savent s'ils méritent de jouer ou pas, ils savent. Et le groupe sait. Donc après, c'est de faire des choix justes, c'est d'être juste. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. D'ailleurs, tu as un programme ultra chargé. Là, ça va, on est en plein été, c'est un peu les vacances. D'ailleurs, tu es venu nous faire un coucou pour l'interview. Avec plaisir. La rentrée va être sympa. Il y a les éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, donc en fin d'année prochaine. Avec un beau groupe, c'est le groupe avec le Malawi, Mozambique, le Cameroun. Tout à fait. C'est relevé. C'est très relevé parce que le Malawi, ils se sont qualifiés pour la prochaine CAN. Je les connais très bien puisqu'ils sont pays voisins de la Zambie, donc c'est des équipes que j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer. Il y a de la qualité, ça court beaucoup. C'est très fusionnel, c'est des soldats, on va dire, avec de la qualité. Le Mozambique, qui reste un pays portugais, donc avec toujours de la qualité. Et le Cameroun, qui est une des grandes nations, non seulement du continent, mais mondiale, qui va organiser la prochaine Coupe d'Afrique. Exactement, en janvier. Donc vous savez toute la faveur qu'il peut y avoir dans un pays qui organise la CAN. Donc ça va être très difficile, notamment que c'est que le premier qui sort pour pouvoir… Il y a 10 poules de 4, seuls les premiers sortent, donc ça fait 10 équipes qui sortent. Et dans les 10, il y a un tirage au sort de 2 équipes, donc c'est 5 poules de 2 et seulement 5 équipes ira à la Coupe du Monde. Donc déjà, se qualifier pour une Coupe du Monde en Afrique, c'est déjà très très dur. C'est un petit coup de gueule que nous, aux sélectionneurs, on dit, c'est qu'on a 54 pays et il n'y en a que 5, c'est même pas 10%.
d'équipes africaines qui vont au C'est mondial. un peu user des forces pour rien pour certaines nations. Oui, puis c'est pas représentatif. Souvent, souvent c'est les vrai. gens disent mais il n'y a pas d'équipe africaine qui passe un premier tour ou très peu. Mais en fait, dans chaque groupe, Parce qu'il y en a pas. il n'y a pas une équipe africaine dans chaque poule. Alors qu'on peut retrouver 2 équipes européennes. En Amérique latine, il y a 10 équipes, il y en a 5 qui sortent. C'est 50%. Nous, c'est même pas 10%. C'est vrai que là, le ratio n'est Donc pas c'est bon dur, du tout. Ouais. c'est très dur. Si jamais quelqu'un voit l'interview, C'est très dur. faudrait que ça change. C'est très très dur Faut prendre et en je pense que considération. les équipes africaines mériteraient d'aller dans les Coupes du Monde parce que ça va pousser un peuple à se développer, voilà, à l'aider à se développer. Et puis on a l'exemple, on en parlait tout à l'heure, du Ghana qui est allé très loin, qui a titillé des grosses nations. 2010, Donc ouais, tout à fait. ne pas mettre ça de côté. Tout à fait. D'ailleurs, il y a la CAN, tu m'en parlais, donc à partir de janvier. Oui. Toi qui l'as gagné en tant qu'adjoint, là, elle a gagné en tant que sélectionneur. Ça serait magnifique, ça serait magnifique. Ça sera ma 7e Coupe d'Afrique. Depuis 2010, j'en ai pas loupé. Donc l'objectif avec les éléphants, c'est d'aller le plus loin possible. Ah bah écoute, on croise les doigts pour la Celefanto, comme on peut l'appeler aussi. C'est ça, c'est ça. Chez les experts, on va vraiment suivre l'aventure, la Coupe d'Afrique des Nations et la super. Côte d'Ivoire, rien que pour toi. Voilà. C'est gentil, On va merci soutenir beaucoup. Patrice Baumel. On va beaucoup parler de football, c'est très agréable, mais il y a Sébastien Damiani que tu connais plus que bien, qui assiste oui. à cette interview, qui est derrière la caméra. Et qui m'a dit que tu étais un grand fan surtout de sport. Oui, bon, on a Donc il n'y a pas que partagé le pas football, mal de choses il y a le ensemble. sport. D'ailleurs, quels autres sports tu peux pratiquer? Un petit peu de tout, j'aime beaucoup le vélo, la course à pied, le tennis, la randonnée, les trails, voilà, tout ça, ça rythme mon quotidien en complément du football. Donc j'ai besoin de tout ça parce que un peu hyperactif et j'ai besoin de ces sports d'endurance pour pouvoir penser, m'évader un petit peu. J'ai aussi appris à jouer au golf et au début je trouvais ça trop long, mais j'ai appris à aimer ce sport qui est tous les jours différent et qui permet aussi de se canaliser parce qu'il y a ce côté centrage sur soi-même, hein, on joue contre soi-même, contre son handicap. Sport individuel. Et c'est le sport individuel par excellence et où chaque coup n'est jamais le même. C'est toujours le coup d'après qui va te faire être meilleur encore. Donc tous ces sports-là qui sont vraiment différents mais dont j'ai besoin et j'en partage la plupart avec mon cousin Sébastien qui est virtuose de la musique. Eh oui. Mais on s'est levés ensemble et on est vraiment très très proches. Il y a aussi le Mont Ventoux que tu as fait à vélo. Oui. Petite Plusieurs ascension d'une montagne aussi, le Mont Blanc. Le Mont Blanc, ça Donc, c'était un un rêve. homme de défi quand même. Oui, ça je ne peux pas vous l'expliquer. À 9 ans, je dis à mon père, je ne sais pas pourquoi, je dis avec toi je veux faire 3 choses. Le marathon de New York, le Mont Blanc et une Coupe du Monde. Et en 2018, ça a été fait tout ça. Donc, en 2018, j'ai fini de faire ce programme-là à 40 ans. Donc c'est chaque fois des objectifs. Je suis revenu de la Coupe du Monde, je suis parti dans le GR20 tout seul pour justement, après avoir vécu une Coupe du Monde en Russie, c'était de se retrouver seul face aux éléments et à la difficulté parce que faire un GR20, c'est très difficile, c'est la chose la plus dure que j'ai pu faire. Mais voilà, c'est toutes ces aventures-là qui bercent mon quotidien. Et puis de faire tous ces sports, ça te nourrit aussi en tant que sélectionneur, tu te nourris de tout. Oui, parce que le football est un sport difficile, mais lorsqu'on voit les cyclistes, je le dis souvent aux joueurs que je peux entraîner, j'ai fait le Mont Ventoux en défi avec Johnny Ecker qui a joué à Marseille, qui a joué à Nîmes, qui est un ami et on a fait ce Ventoux ensemble. Et il a vu, lui, sportif de haut niveau, que rien que faire le Ventoux, les 25 km d'ascension de Bédouin au sommet, c'était un défi énorme. Et pourtant, il a joué en première division X années, mais c'était un défi. Alors que les coureurs du Tour de France, ils vont venir de Montpellier, de Marseille pour arriver en haut du Ventoux. C'est vraiment la difficulté de ce sport qui te rend humble en fait finalement. Parce que voilà, le cyclisme, les trails, les marathons, c'est quelque chose de très difficile où on est seul contre les éléments. D'ailleurs, tu partages des clichés sur tes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tu avais fait une petite partie souvenir de tout ça. Oui, tout à fait. Donc c'est génial. J'invite tout le monde à te suivre sur Instagram et j'insiste là-dessus parce que tu es un des rares entraîneurs, sélectionneurs. En Europe, on n'a pas vraiment d'entraîneurs sélectionneurs qui sont présents sur les réseaux sociaux à mettre pas mal de photos, des hommages, les avant-matchs, les photos en groupe. Toi, tu aimes bien garder ce lien avec les supporters, avec tes amis. C'est ça. Alors, c'est un Instagram, on va dire, professionnel, où je ne parle pas beaucoup de moi ou de ma famille ou autre. C'est vraiment le côté football et sport. Et d'essayer de mettre en avant justement les rencontres que je peux avoir avec les joueurs ou les entraîneurs et puis le sport en général, ouais, tout à fait. Plus de 140 000 abonnés environ, hein, c'est très bien. Ouais, le peuple est là. Non, mais c'est sympa d'avoir cette approche-là. On espère que pourquoi pas des entraîneurs comme Didier Deschamps pourraient se lancer sur Instagram. Pourquoi pas, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi.
Patrice, on entre dans le temps additionnel de Oui. cette interview et tu sais que nous, chez les experts foot, on aime souligner, mettre en avant la bonté de nos invités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une association à mettre en lumière? J'en ai plusieurs. Parce que je pense que s'enfermer dans une seule association, c'est peut-être cliché, mais c'est de dire bon, je fais ça, comme ça on me laisse tranquille. Et je trouve que répondre spontanément à des petites attentions sur des associations, sur des actions, ça me touche plus. Donc j'essaye de répondre à des demandes ponctuelles lorsque déjà je suis disponible, où j'en ai envie et où ça sort du cœur, c'est-à-dire j'attends rien, si ce n'est juste donner de mon temps, donner une bonne parole ou apporter ma présence ou donner de la force à ceux qui en ont besoin. Tout à fait. Donc ça a été avec un lycée marocain de faire le semi-marathon de Marrakech avec les élèves, ça a été de soutenir des associations qui ont connu des intempéries ou des catastrophes, ça peut être des associations qui développent qui utilisent le football comme vecteur de développement social, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Donc c'est pas donner un nom pour dire voilà je valorise, ils se reconnaîtront ceux qui vont voir l'interview, mais c'est de dire voilà je suis là, vous avez besoin de moi, je réponds. Et je crois que c'est ce qui me correspond. Je ne veux pas m'enfermer dans une association vraiment. Et je sens aussi que tu n'as pas non plus envie de te mettre en avant, d'aller voir des associations, Non. tu préfères le faire tranquille, sans caméra, sans. Oui, tout à fait, de mentionner. venir. Des fois, je suis là et les gens ne savent même pas. Je suis là et puis je pars et ils l'ont appris après sur des spectacles ou autres et ça me va. On dit que la fin d'une bonne action, c'est quand on commence à en parler, donc on la filme. Tout à fait. Donc ça rentre là-dedans. Bah écoute, Patrice, on a passé un super moment ensemble. Dernier petit mot, est-ce que tu aurais une citation, une expression, un leitmotiv qui a pu te poursuivre depuis tes débuts, quelque chose qui te motive et qui pourrait motiver aussi ceux qui nous écoutent? Il y en a deux, il y en a plein, j'utilise beaucoup de proverbes dans mon métier, mais il y en a deux que j'ai même pas préparés, donc je vais essayer de les organiser. Il y en a une de Nelson Mandela que j'ai eu l'occasion de juste croiser. Je n'ai pas pu lui parler, énorme. Mais on a fait le Mandela's Challenge à Johannesburg, Zambie contre Afrique du Sud, où on avait gagné ce match-là et il était passé. Il était très malade déjà à l'époque, donc déjà la fierté d'avoir pu rencontrer ce personnage qui est énorme dans tout son parcours. Donc il disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça c'est quelque chose qui me suit beaucoup. Et puis il y a un proverbe, alors je vais essayer de bien le sortir, qui disait les passions sont comme les voiles du navire, elles le submergent parfois, mais sans elles, il ne pourrait voguer. Donc j'ai besoin de ça, de la passion pour pouvoir avancer. Et voilà, c'est un proverbe que j'aime beaucoup. Il faudra beaucoup de passion en tout cas pour la suite de ta carrière. On va suivre la Coupe d'Afrique des Nations et on croise les doigts le Mondial 2022 au Qatar. On espère pouvoir commenter la Côte d'Ivoire en fin d'année prochaine. Merci Patrice Merci Baumel pour m'avoir d'avoir été avec nous. reçu, c'était un plaisir.